À tous. Merci à ceux qui se présentent dans le chat. Bonjour. Bonjour. On Hello, va se hello. laisser encore 2 petites minutes. Tous. Merci d'être avec nous ce jour. Il y a beaucoup de soleil, je crois, partout en France. Donc, merci d'être devant votre ordinateur malgré le dernier rayon de soleil. Et le rayon de soleil de nos ordinateurs, Violaine. Et oui, on va envoyer beaucoup de soleil ce soir. Alors, on va attendre patient pour commencer. Il est aperçu, il est là, Bastien. Bastien, Bastien. Je suis là. OK. Eh bien, écoute, il est 18h04, on te laisse commencer. Ok, super. Bah, écoutez, bienvenue à toutes et à tous. Quelques mots, non pas tant d'introduction, mais de remerciements pour ce temps de restitution, qui est un temps qui suit une première restitution autour de notre grand recueil, et puis on a eu une deuxième restitution sur l'enquête des désirs d'épargne des citoyens et puis d'un certain nombre d'auditions de fonds et de family office qu'on a pu réaliser. Il y aura deux autres restitutions par la suite, mais je laisserai Jolène les annoncer en conclusion. Écoutez, c'est à la fois un joli moment et puis un moment important que celui de cette restitution de notre récit ce soir. Nous ne sommes pas simplement une action financière, nous sommes une force civile d'action pour transformer la société par le financement d'opérations de transition juste et la constitution d'une force civile, le lien qui nous lie et qui nous permet de la faire vivre, s'appuie sur des éléments de vision partagée. Le récit et la vision dont on va vous faire la présentation ce soir, au-delà de sa qualité intrinsèque, pour moi, est aussi extrêmement riche, pertinente, légitime, du fait des modalités de sa constitution, puisque ça a été une démarche éminemment collective. Et les démarches collectives sont certes les plus puissantes, mais elles ne sont pas toujours les plus simples. Et c'est la raison pour laquelle j'ai quand même quelques mots de remerciement maintenant à dire, remerciements vifs. Et je veux vraiment qu'on ouvre ce temps par là. D'abord, ce récit, eh bien, il n'aurait pas pu avoir lieu sans les nombreux et nombreuses bénévoles qui ont construit une trame d'audition et qui ont ensuite contribué à réaliser ces 59 auditions qui forment le substrat, le support de ce récit collectif. Donc, je veux remercier le groupe de travail qui a mené l'ensemble de ces auditions, Julie Chabot, Céline Coubard, Caroline Diomar-Morin, notamment Caroline
à coordonner l'organisation des entretiens. Donc, c'était un taf à la fois de précision et de longue haleine. Merci beaucoup, Caroline. Maëlys l'écrivain, Clara Massin, Clotilde Pallier, Anna Roine, Pierre-Alain Simon, Cécile Thueux, Dorothée Timmermans, Claire Tournefier, Pierre Traîneau. Merci à vous d'avoir contribué vivement à travers ce groupe. Un grand merci aussi à Laurent Arnoux, Christophe Besson-Léo, Dorothée Coucharrière, Nathalie Dupuis-Epner pour leur aide sur les auditions et leur relecture, parce que ça a fini par faire un vrai volume d'écrits à relire. Donc merci pour ces relectures attentives et un merci particulier à Biran Cissé pour le travail de vérification des citations, travail à la fois là aussi de précision et travail assez fastidieux, il faut le dire. Merci beaucoup, Biran. Louise Chopinet, merci. C'est Louise qui a fait l'écoute des 59 auditions complètes et a rédigé une synthèse à la fois très exhaustive et très pertinente qui a permis ensuite de structurer le récit. Il y a eu aussi un ensemble de dessins qui ont été faits. Donc, merci aux dessinateurs Caps, Claire Lavillarex, Lucille Frély, Mathias Rebouffet. Donc, merci pour vos illustrations et merci aussi beaucoup à Bastien Perles pour la mise en page du récit. J'ai un merci particulier à faire, et je le fais au nom du Milliard et en mon nom propre, pour Élise Renaudin, Gabriel Malek et Marie Vernier. Merci infiniment d'avoir accepté le pilotage du groupe de travail, d'avoir mené la rédaction finale du récit. Je le sais, je vous l'ai dit, et nous savons tous que cet exercice final était difficile compte tenu de la richesse et de la diversité de ce qui avait été produit. Donc un merci, un vrai merci sincère et appuyé. Bon, dans les merci appuyés, je n'appuierai jamais suffisamment les remerciements à notre délégué général, Violaine, merci. Tout le monde sait que sans toi, rien de tout ça n'aurait lieu, mais ça me fait du bien et surtout plaisir de le redire maintenant. Notre conseil d'administration a été mobilisé pour la relecture, donc je remercie Anne Charpy, Julien Chauvet, François Duroux et Diane Dupré-Latour. Et un remerciement de fin avant de passer la parole à la Fondation de France, sur le financement de laquelle et sur l'engagement de laquelle, je le souligne à nouveau, que nous n'aurions pas pu travailler et produire de la façon dont nous l'avons fait. Voilà, écoutez, c'est un peu long comme remerciement, mais c'est un ouvrage collectif et dans les ouvrages collectifs, il faut rendre à celles et ceux qui ont contribué tout le mérite de l'action collective. Voilà, chère Violaine, je te repasse la parole et je vous souhaite une belle restitution et en tout cas, j'ai très hâte de l'entendre et d'y participer, le cas échéant. Et c'est Marie qui va nous parler de la méthodologie et des grandes lignes du récit. À toi, Marie. Merci beaucoup à tous les deux et bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, tu l'as dit, Bastien, c'est un travail collectif. Donc ce soir, je ne suis qu'un porte-parole, une porte-parole. Et je me place modestement derrière le collectif que tu as longuement remercié et je m'associe évidemment à ces remerciements. Alors, qu'est-ce que vous allez trouver dans ce récit commun de l'opération Milliard? D'abord, aux origines de ce travail, il y a le collectif de travail dont on a parlé qui s'est lancé finalement dès le lancement de ce qui ne s'appelait pas encore l'opération Milliard, mais un mouvement collectif au Bernardin en juillet 2023, puisqu'il y avait déjà ce jour-là une première rencontre autour de l'enjeu de mettre en récit la transition juste. Et cette initiative dans ce cadre-là. Donc, vous voyez que c'est une gestation quand même assez longue. Et ensuite, un groupe de travail, celui qui a été cité par Bastien, s'est réuni en gros de la rentrée de 2023 à l'automne 2024. On a donc fait le choix d'une méthodologie très participative. Tu l'as dit, Bastien, 60 auditions ont été menées pour à la fois décrypter des enjeux, attraper des tendances auprès de personnalités diverses, lever aussi certains doutes, certaines même controverses qu'on avait, notamment
celle sur la lucrativité, j'y reviendrai. Et toutes ces auditions ont été synthétisées puis enrichies dans le texte que je vais vous présenter ce soir et qui sera en ligne en fait à la fin de ma présentation. Vous pourrez télécharger sur le site de l'opération. Donc merci à nouveau à toutes celles et ceux qui ont permis de rendre ce travail possible. Merci aussi, et je crois que ils et elles sont nombreuses ce soir et nombreux d'avoir accepté de répondre tout simplement à ces auditions, de prendre du temps pour donner votre vision de la transition juste et de l'opération Milliard dans ce contexte. Donc ce récit, ça n'est pas un récit politique. On l'a par ailleurs, l'opération Milliard a un récit politique autour du thème de l'argent qui est travaillé en ce moment par l'équipe communication. Ça n'est pas un récit uniquement économique. On s'est toujours dit qu'on ferait jamais aussi bien que le manuel des transitions d'Éloi Laurent, qui par ailleurs euh, anime le conseil scientifique et qui donc, est lui aussi impliqué dans l'opération. Ça n'est pas non plus, et on a eu cette tentation à un moment donné, une fiction romanesque ou une prospective. Il y a beaucoup de travaux de prospective sur la transition, mais c'est vraiment un récit fondé sur les témoignages que sont ces auditions et qui cherche à s'ancrer dans des expériences concrètes. L'introduction de ce texte est assez courte. Elle permet, en gros, donc si je rentre dans le détail, d'abord de poser quelques jalons dans lesquels je ne vais pas entrer très profondément, mais simplement pour vous les citer. Évidemment, ce récit s'inscrit dans une approche systémique. Ça va plaire aux membres du collectif Racine s'ils sont là ce soir. Et la nécessité de refonder un nouveau contrat social entre les humains et avec le vivant, ce que Michel Serres appelle le contrat naturel et qui a été aussi cité dans les auditions. Et puis, il pose un certain nombre de jalons aussi sur les initiatives qu'on veut voir se mailler dans les territoires, qu'on veut voir se développer grâce à l'opération Milliard, celles qui ont une forte exigence d'utilité sociale, celles qui permettent un véritable partage de la valeur entre les personnes qui entreprennent, mais aussi avec l'ensemble de la société, et puis celles qui, évidemment, ont une gouvernance démocratique. Et finalement, on affirme par ça la volonté de pousser des modèles économiques qui garantissent tout simplement que le financier se met au service des enjeux sociaux et environnementaux ou écologiques et pas l'inverse. Face à la prépondérance de la concurrence et de la rentabilité financière, l'introduction cherche aussi à décrire la place du développement et de la pérennisation de ces activités, de ces initiatives d'utilité sociale, pour une économie au service des besoins sociaux et de la préservation du vivant de manière générale. Toute la première partie du récit, si vous le lisez, vous le découvrirez, comporte un assez fort ancrage théorique quand même. Ce n'est pas uniquement une remontée de terrain, il y a aussi l'enjeu de lier des approches théoriques avec ce qui peut être constaté ou ce qui peut être constaté du terrain ou ce qui est remonté des auditions. Et le premier fondamental, en fait, de cet ancrage théorique, c'est évidemment l'affirmation forte du lien, on peut même dire de l'intrication complète des dynamiques sociales et écologiques. Je ne vais pas détailler là-dessus, vous le découvrirez dans le texte. Mais ce lien, cette intrication, elle impose de remettre en question plusieurs réflexes qu'on a ou plusieurs imaginaires dominants, celui de la vision productiviste, d'une vision aussi techno-solutionniste du progrès, de la marchandisation à outrance et remettre en question aussi la place des approches technocratiques face aux approches plus territoriales. Et donc, dans ce sens-là, cet ancrage théorique, il permet d'affirmer une vision plus ascendante, qui est aussi rassurante quelque part parce qu'elle nous dit que ces initiatives, elles existent dans les territoires et que l'opération Milliard est là pour les faire grandir et pour leur permettre de passer à l'échelle, entre autres, et voilà, tout en s'ancrant dans un récit collectif. Le récit, cette partie, cet ancrage théorique, il permet aussi de poser deux définitions ou de donner les contours de deux points qui sont très importants. Celui d'une société de coopération. Dans un nouveau rapport à la prospérité, à la mesure de la valeur et à sa distribution, il est évident que la compétition ne peut pas être un but en soi. Et donc, face à une société de compétition, on cherche à opposer avec ce récit véritablement une société de coopération. Et
franchement, ça peut paraître naïf de dire ça dans le contexte, y compris international, qui est le nôtre aujourd'hui. Je crois que c'est au contraire éminemment hyper important de rester très ancré sur ces questions-là. Et enfin, pour finir, l'ancrage théorique, il permet aussi de définir la transition juste. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui a été travaillé par les instances de l'opération Milliard. Vous avez ici la définition qui est dans le récit, qui s'inspire de définitions qui existent déjà. Je ne me suis pas représentée, mais je travaille au labo de l'ESS, qui est un think tank dédié à l'économie sociale et solidaire. Et on a une définition qui est assez proche de celle-ci, une transformation radicale et démocratique de notre société et de son économie, visant à satisfaire collectivement et dignement les besoins humains dans la préservation du vivant et le respect des limites planétaires. Donc finalement, cette partie-là, cet ancrage théorique, il permet de positionner l'opération Milliard dans une véritable alliance entre un grand récit, des théories qui existent déjà, qu'elles soient économiques, sociologiques, sociétales, philosophiques, et des pratiques de terrain. Alors, avant de passer à la suite, qui est vraiment le contenu des auditions en tant que telles, je ne résiste pas à vous partager cette petite pause visuelle avec une mosaïque, la mosaïque des portraits d'une grande partie des personnes auditionnées à qui, à la fin des entretiens, on avait demandé de fermer les yeux et d'imaginer leur vision d'une transition juste. Et donc, ça donne cette très chouette mosaïque, je trouve, qui a largement déjà été diffusée sur les réseaux sociaux. Et j'aime bien la mettre en regard de cette citation de l'audition de Daniel Kaplan. Le propre d'un imaginaire dominant, c'est qu'il s'appelle la réalité. C'est très exigeant de se dire ça, c'est largement repris dans le texte du récit. Et en même temps, c'est très enthousiasmant parce que ça veut dire qu'on peut imaginer, on peut contribuer à cette bascule de la réalité. Alors, pour rentrer dans le cœur du récit, et plus particulièrement donc, sur ces auditions, on l'a dit, on a eu 59. Elles nous ont permis d'entendre pas mal de personnes qui sont là ce soir, notamment acteurs économiques, entrepreneurs de territoire, chercheurs, spécialistes des récits, représentants de collectifs citoyens, militants de diverses causes. Et on les a fait travailler, réagir avec un panel de questions, un guide d'entretien tout simplement, autour de 4 enjeux. L'enjeu démocratique, notamment sur les types de gouvernance à privilégier, l'enjeu de la profitabilité et les limites à la lucrativité qu'on voudrait pousser dans notre vision, mais aussi concrètement dans les critères d'attribution des fonds de l'opération Milliard. Un troisième enjeu sur l'évaluation de l'utilité sociale et l'éthique aussi de l'opération. Et puis le dernier enjeu vraiment sur la désirabilité, la manière de pousser ces récits plus que ces imaginaires. Et Bastien l'a évoqué, il y a eu toute une série de représentations graphiques qui ont été faites sur la base de ces auditions. Donc vous verrez, j'en ai égrené quelques-unes dans la présentation. Là, vous en avez une autour de l'audition de Cassandre Bachelier qui a été réalisée par Lucille Froli. Alors, si je rentre dans la synthèse des auditions, je vais la décliner en deux grandes parties. La première partie fait très écho au grand recueil des besoins qui s'est déroulé en fait en parallèle des auditions, en parallèle surtout de la rédaction de ce récit. Et donc, en écho à ce grand recueil, le récit pointe un certain nombre de freins que je ne détaillerai pas, mais fragmentation de l'offre de financement, freins techniques au déploiement de ces initiatives d'utilité sociale, mutation des interventions financières, y compris des outils de financement, moins de subventions, plus de prestations de services, pour faire gros, faiblesse des rendements monétaires, des initiatives d'innovation sociale ou d'utilité sociale, et la nécessité d'inscrire ces investissements, ces soutiens, au même titre que les initiatives elles-mêmes, dans du temps long. Deuxième type de freins qui sont détaillés dans les auditions et donc dans le récit, ce sont les différentes exceptions tout simplement de l'innovation sociale qui est encore trop souvent restreinte à la pure créativité, la pure invention ex nihilo ou la rupture, alors ce qu'on cherche à pousser dans le document et dans le récit, c'est plutôt de dire que ce qui compte, c'est de répondre tout simplement aux besoins sociétaux, sociaux et écologiques, que la réponse fût innovante ou pas, fût constitutive d'une rupture technologique ou d'une rupture d'approche ou pas.
Et donc, l'objectif final, la conclusion de ça, c'est qu'à cette chaîne de frein, on voudrait adosser une chaîne de financement, une chaîne de solutions, notamment en termes de financement. Deuxième enjeu, celui de pointer la nécessité de bien identifier les acteurs qui n'accèdent pas au financement actuel, ou en tout cas pas à la hauteur de leurs besoins réels. Et pour ça, définir une série de critères pour la transition juste. Donc, évidemment, le fait que ces initiatives aient une mission bénéfique en elles-mêmes, et puis qu'elles aient un modèle économique soutenable dans le respect des 9 limites planétaires. C'est assez frustrant de vous le dire comme ça, parce que c'est quand même plus détaillé dans le texte. Et puis, la priorité est clairement donnée dans le récit, et donc ça va probablement influencer les décisions des fonds ensuite, du ou des fonds. La priorité est donnée aux acteurs de l'économie sociale et solidaire, ça reprend les jalons qui sont présentés dans l'introduction, mais aussi aux entreprises solidaires d'utilité sociale, mais aussi finalement avec d'autres critères extra-juridiques. Le récit permet, enfin, et donc sur la base des auditions, permet aussi de trancher notre rapport à la lucrativité. Ça n'a pas été évident, ça a même donné lieu à une controverse assez sympathique organisée, je crois, au mois de novembre 2024. En gros, l'idée est de se dire que, évidemment, pour être viables, les initiatives qui seront soutenues doivent avoir une forme de lucrativité, en tout cas avoir une forme de capacité d'autofinancement. Mais que, évidemment, on n'entend pas par lucrativité la quête d'un profit en soi, et encore moins l'enrichissement personnel de quelques-uns. Vraiment, c'est à comprendre dans une logique de pérennité économique des initiatives. À ceci va s'adosser un carcan encore plus strict sur les notions d'écart de salaire, par exemple, ou les plus-values de cession. On a cherché aussi dans ce récit, sur la base des auditions, à désigner des priorités pour les initiatives à soutenir. Et en termes de priorités, on est arrivé à quelque chose de finalement très vaste, au-delà de tout ce que j'ai déjà précisé en termes d'utilité sociale et de transition juste. Finalement, c'est le bien-être qui est ressorti, avec potentiellement 2 priorités sectorielles que seraient la santé et l'alimentation. Mais finalement, ce qu'on essaye de décrire dans le récit et dans la synthèse des auditions, c'est que vraiment plusieurs d'entre vous ont insisté, enfin plusieurs des personnes auditionnées, dont celles qui sont là ce soir, ont vraiment auditionné sur l'intérêt de mettre le focus sur des projets qui font vivre nos territoires, plus que sur des projets sectoriels. En s'appuyant pour ça sur 2 approches, que pareil, je ne déploierai pas ici, mais on pourra répondre aux questions. Une première approche sur la démarchandisation et une deuxième très forte sur l'accent à mettre sur les coopérations territoriales. Et puis, la synthèse des auditions permet enfin de dessiner une forme de pilotage opérationnel. On insiste beaucoup dans le récit sur la notion de subsidiarité. L'opération Milliard n'est pas un outil de plus qui va se greffer sur ce qui fonctionne déjà bien. Au contraire, l'idée, c'est de répondre à des besoins non couverts. C'est aussi de garder un engagement fort des citoyens dans la prise des décisions, dans l'opération Milliard en elle-même. Et puis de concevoir, évidemment, une manière de rendre compte plutôt, et d'évaluer comme une responsabilité véritablement collective, à la fois des financés, mais aussi des financeurs, et donc de s'appliquer cette responsabilité à nous-mêmes. Et puis un bon récit ne serait pas un récit s'il n'ouvrait pas aussi des questions de terminologie, et notamment on cherche à essayer de poser de nouveaux imaginaires sur ce que veut dire un investissement, qui trop souvent implique un retour sur investissement financier. On pourrait très bien filer la métaphore de l'opération Milliard en disant finalement les bons investissements, ce sont ceux qui investissent dans la capacité à mieux continuer à vivre ensemble et dans une planète vivable. Donc en conclusion, dans ce récit, je vous laisse avec 2 nouvelles images issues de 2 auditions. Il n'y a rien de punitif, tout est vraiment constructif, et tout en restant finalement assez exigeant, parce que l'opération Milliard ne souhaite pas une réforme à la marge de notre société, elle encore moins à essayer de combler des difficultés comme un sapeur-pompier, mais vraiment le récit cherche à pousser la volonté d'une quête
d'une véritable refonte en fait des approches sociétales et c'est vraiment ça le cœur de ce qui est ressorti des auditions et qu'on a essayé de retranscrire dans ce texte. Voilà Et pour la synthèse. merci Marie et merci pour l'énorme travail. Il y a Gabriel, je crois, qui est en ligne. Merci à vous deux et à Elise pour ce travail de relecture qui nous a semblé à tous infini, mais parce que c'était compliqué effectivement d'harmoniser un ensemble de visions. Et je vous invite vraiment à lire, vous verrez à la fin le récit en lui-même, parce qu'on a mis un ensemble de citations qui sont directement issues des auditions elles-mêmes, qui permettent un peu de voir la pluralité des sujets qu'on a abordés, la pluralité des sujets, des points de vue. Et on va terminer avant d'ouvrir les questions avec 5 courts témoignages de 5 bénévoles qui ont fait des auditions sur une audition en particulier qui les a marqués ou un point qui les a marqués particulièrement. Voilà, pour que vous puissiez un peu rentrer dans, euh, 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 dans le vif du sujet et les choses dont on a pu discuter. Et je laisse la parole pour commencer à Clotilde. On essaye de faire court de 2-3 minutes. Vas-y. Ouais, merci Violaine. Alors j'ai écrit pour faire court, je vais lire du coup. Donc moi je vais parler de l'entretien que j'ai eu avec Daniel Kaplan, qui est du coup fondateur de l'Université de la pluralité et qui avait un regard assez singulier sur tout ça. Alors son critère unique à lui pour un futur désirable, c'est un futur dans lequel on peut encore s'engueuler sur ce qu'est un futur désirable. Et donc, lui, il se méfie du terme fédérer autour d'un récit, pardon, parce qu'il dit, on a déjà essayé de fédérer autour de grands récits au XXe siècle et on voit que ça n'a pas vraiment fonctionné. Et d'ailleurs, ce qu'il dit, c'est que c'est probablement plus possible à l'heure actuelle de faire ça. Donc, fédérer les gens autour d'un récit qu'on leur apporte, c'est un peu condescendant selon lui. Il pose la question de est-ce que ce n'est pas nous qui nous faisons une image de ce que les gens devraient vouloir. Et donc, s'ils ne font pas ce qu'on pense qu'ils doivent faire, c'est qu'ils n'ont pas la bonne vision. Donc ça revient en fait, ce qu'il dit, c'est que ça revient à déposséder les gens de leur capacité à imaginer eux-mêmes le futur qui les concerne en fait. Et pour lui, c'est un des grands problèmes de notre temps, le fait que notre capacité à créer des imaginaires, à se dire que les choses peuvent être différentes, ça s'est atrophié énormément. Ça mène à considérer que l'imaginaire dominant, comme ça a été dit, le capitalisme, c'est une réalité en fait, c'est la réalité. Donc les gens se sentent dépossédés car il y a beaucoup de sujets qui ont été technicisés, notamment l'écologie, et ça crée du lâcher-prise, du laisser-faire, de la frustration pour certains. Donc son idée à lui, ce serait d'améliorer l'autonomie et l'agentivité des personnes et des collectifs pour qu'ils deviennent auteurs de leur futur, chacun à leur manière. Parce qu'il y a 1000 manières d'avoir un futur juste et soutenable. Donc l'imaginaire, selon lui, ça ne change pas le réel, il se construit avec le réel et les institutions et les imaginaires se construisent en parallèle, en fait, en même temps. Pour lui, il faut permettre aux gens d'échanger sur leurs imaginaires, donc d'exprimer à travers leurs imaginaires leurs convictions, leurs connaissances, leurs aspirations, leurs peurs, et de discuter avec celles des autres. Et petit à petit, on peut construire quelque chose dont une partie a vocation à se transformer en quelque chose de tangible, mais pas forcément de manière directe. Il faut faire des allers-retours entre les imaginaires et l'opérationnalisation des choses. Et donc, ce qu'il disait, c'est on ne mettra pas tout le monde d'accord, et c'est ce qui est intéressant finalement. Et on n'a pas le temps de faire l'économie du bordel humain. Et pour conclure, en fait, il mettait en avant un triptyque essentiel pour faire émerger des imaginaires. C'est d'abord l'autonomie et l'agentivité des personnes et des collectifs. Ensuite, la reconnaissance et le respect, la confiance qu'on porte aux personnes. Et puis le troisième, c'est quand même de garantir une sécurité fondamentale pour innover, c'est-à-dire une protection sociale fondamentale. Donc voilà, c'est très court, hein, c'était plus d'1 heure d'entretien, mais en gros, j'ai essayé de résumer les parties importantes de l'entretien. Merci. Et puis, si ça fait réagir ou ça donne certains d'entre vous d'avoir envie de partager on aura un petit temps à la fin pour partager des réactions. Et merci pour ce résumé, Clotilde. Dorothée? Bonsoir, donc Dorothée Timmermans. Moi, j'ai fait pas mal d'entretiens et ce qui m'a marqué, c'était vraiment, il y a deux images qui revenaient beaucoup quand on demandait aux gens comment vous imaginez un futur
un futur enfin, serein, juste quelle vision vous souhaitez. Donc il y avait la nature avec beaucoup de biodiversité, beaucoup de verre, etc. Et l'autre chose, c'était des grandes tablées comme à la fin des Astérix où tout le monde chante, mange, tout le monde est joyeux. Et c'était drôle parce que c'était presque les mêmes images, les mêmes mots qui étaient utilisés. Et moi, ça m'a beaucoup plu. Et donc, vraiment, cette prégnance des liens humains et des collectifs à créer. Et donc, il y a une partie du récit de Jean-François Caron qui a beaucoup résonné en moi parce que j'avais un rêve, une idée de proposer, pas un verger collectif, mais de planter des arbres dans la commune où j'habitais. Et donc, Jean-François Caron l'a fait dans sa commune et il me racontait tout ce que ça avait créé justement en termes de liens, de gens qui s'aident pour ramasser les fruits, qui s'apprennent des techniques différentes, qui partagent des recettes, puis qui partagent des confitures. En fait, il y a tout un réseau de trocs de confitures qui s'est monté et donc c'était très intéressant pour illustrer ce propos. Et donc, depuis, moi, ça m'a vraiment incité à proposer ce projet dans le cadre du budget participatif. Donc, le projet a été pris et voilà, les premières démarches commencent pour choisir les arbres et faire toutes les études pour avancer ce projet-là. Donc, voilà. Merci beaucoup et bravo pour ce passage à l'acte. Pierre? Oui, merci Violaine et bonjour à tous. Moi, pour ma part, j'ai retenu l'audition de Thierry Ripoll, professeur en psychologie et en sciences cognitives à l'Université d'Aix-Marseille. Il se définit aussi comme un écologue de terrain. Et il a écrit plusieurs ouvrages et dans le dernier de ces ouvrages, très documenté, il explore le paradoxe. Nous n'avons jamais été autant conscients de la crise environnementale et de ses implications désastreuses, et pourtant, nous continuons majoritairement de penser le monde économique comme avant. Alors, il décrit des obstacles qu'il nous faut comprendre pour les surmonter en expliquant pourquoi ces obstacles sont inhérents tant à notre fonctionnement psychique qu'au fonctionnement de la société. Et donc, je vais vous en parler, partager quelques-uns, donc plutôt ceux en prise avec les ambitions de l'opération Milliard et sa vision de 2025. Alors, un des obstacles que j'ai retenu, porte sur la tension que chacun de nous, chacune de nos organisations peut vivre entre la défense de ses intérêts personnels et celle des intérêts du groupe. Il qualifie cette tension de naturelle. Elle est induite par nos déterminismes biologiques. D'un côté, notre tendance à l'égoïsme, de l'autre, notre envie d'altruisme. Pour lui, ces deux propensions doivent s'équilibrer mutuellement pour ne pas être néfastes. Mais les conditions de cet équilibre ne sont pas réunies. Elles ne sont pas favorisées par la société. Au contraire, l'égoïsme, le recherche de position dominante, voire la violence, sont encouragés au détriment de l'altruisme, de l'égalité et de la coopération. Ça constitue un obstacle majeur, selon lui, donc à la coopération entre les individus et les organisations. Alors, un autre obstacle que j'ai retenu, l'être humain a une hostilité naturelle à l'injustice et à l'inégalité. Il a une réelle prédisposition à la coopération. Et là, c'est très intéressant, c'est dans le sens où il a énormément documenté ces éléments-là. C'est une prédisposition à la coopération. Ces qualités ne sont pas suffisamment entendues par la société, voire sont combattues. Cela constitue donc un autre frein psychologique massif à la coopération. Les injustices et les inégalités empêchent la coopération, ou du moins la compliquent fortement. Je vous partage un dernier obstacle qui, pour lui, c'est le principe fondamental du système économique dont nous dépendons, qui s'énonce simplement: chacun a le droit de consommer en proportion de ses moyens. Ce principe est peu remis en question aujourd'hui. Pourtant, il conduit les individus et les organisations à privilégier leur propre intérêt et inévitablement à se confronter aux limites de la planète. Donc pour lui, tant que ce principe demeure actif, il n'y a aucune solution à la crise environnementale. Alors ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'en lui parlant de l'opération Milliard, il a une première réaction de dire qu'il trouve ce mouvement remarquable. Il développe en disant que le positionnement du mouvement, qui est centré sur l'économie, a un intérêt énorme puisqu'il conduit de proche en proche à ouvrir les esprits à une autre manière de concevoir le rapport à l'argent et au monde. Et donc pour lui, c'est un mouvement qui peut contribuer à modifier la dynamique du système en soutenant, et c'est un peu une espèce de conseil qu'il donne, voilà, soutenir l'altruisme
l'égalité, la justice, la limitation de la consommation au sein des organisations que le mouvement va pouvoir soutenir. Et juste pour terminer, pour sa vision de demain, hein, puisqu'on a demandé à tous nos auditionnés de fermer les yeux et de dire leur vision de 2035, il dit « Ce monde désirable de 2035 aura substitué aux relations de compétition des relations de coopération entre individus et à l'intérieur d'un État et entre États. C'est la condition fondamentale de la résolution de la crise environnementale. Le contexte géopolitique actuel ne va pas dans ce sens, mais je demeure optimiste parce que je pense qu'au moment où les problèmes environnementaux nous impacteront charnellement, alors nous aurons les ressources d'accomplir cette transformation-là. » Voilà. Merci beaucoup pour ce témoignage, Pierre. Et on va continuer avec Caroline, que tu nous entends. Caroline. On va laisser à Caroline le temps de... Je ne sais pas si elle est en ligne. Et si Élise, tu peux prendre la suite dans un premier temps. Oui, pas de souci, et j'espère que Caroline pourra nous rejoindre. Donc moi, je voudrais vous parler de l'outre-mer et de Djemila Hassani. C'est une rencontre qui m'a beaucoup marquée, puisqu'on était à un moment à l'opération minière, au groupe Précis, on se disait, mais comment on fait pour que, quelque part, une diversité de territoires, une diversité de personnes puissent participer à ce travail sur le récit. Et donc, j'ai trouvé très intéressant d'échanger avec Djemila, qui travaille en fait à ESS France Outre-mer Au euh, chocolat. et est basée, je crois qu'il y a un micro qui est ouvert qu'il faudrait couper, et qui est basée à Mayotte pour faire tout ce travail. Donc cet échange, il a eu lieu bien avant en fait le cyclone de mi-décembre, donc on n'était pas dans ce contexte-là, mais pour autant, moi j'en ai retenu que l'économie sociale et solidaire pour Djemila, c'est à la fois un vecteur d'émancipation et de réconciliation. Et en quelques mots, je vais essayer de vous résumer pourquoi elle défend cette idée-là. D'abord, vous savez sans doute, Mayotte, c'est un département français depuis peu, en fait, depuis, on va dire, une grosse quinzaine d'années. Et ce que me disait Djemila, c'est que l'économie sociale et solidaire, là-bas, quelque part, elle existait bien avant de devenir un département français, et qu'elle est ancrée dans les traditions, comme dans d'autres territoires, par ailleurs, d'outre-mer, avec beaucoup de réseaux informels de solidarité. Et le rôle de l'économie sociale et solidaire, quelque part, et ce qu'elle permet, c'est redonner la fierté, valoriser ce qui existe déjà. On a, pour vous donner une idée, si ma mémoire est bonne, 16% à peu près de l'emploi salarié à Mayotte qui est dans l'économie sociale et solidaire. Donc c'est vraiment quelque chose d'important là-bas. Et l'élément que j'en ai retenu pour le situer par rapport à finalement au fonds milliard et la suite, c'est quelque part l'importance de s'adapter à des réalités de territoires très différentes. Et pour illustrer ça, deux idées qu'on avait échangées avec Djemila. D'une part, quand on est dans un territoire d'outre-mer, on regarde bien sûr vers le territoire de l'Hexagone, mais pas uniquement. Et donc, il y a beaucoup de coopération régionales et qui font aussi que la France rayonne aussi dans d'autres territoires. Et l'autre élément relève plus de quelque part enfin, la taille finalement des organisations de l'économie sociale et solidaire et l'importance de s'adapter à ces réalités très, très différentes. Et pour l'illustrer, quand on parlait du cas de Mayotte avec Djemila, c'est des structures qui comprennent généralement entre 1 à grand maximum 10 salariés, en moyenne 5, et ce sont très majoritairement des modèles associatifs, donc je trouve que c'est des éléments qui sont intéressants aussi à avoir en tête dans nos réflexions sur l'attribution demain des fonds milliards. Et pour conclure et faire quelque part résonance avec ce qui s'est passé au mois de décembre dernier pour Mayotte, Djemila a insisté vraiment sur l'enjeu double de transition et aussi de transition juste
donc sur cette importance de la justice sociale. Et je crois que ça fait voilà, beaucoup, enfin, sans le savoir, quelque part, on voit la résonance que ça a pu avoir avec les récents événements. Voilà, j'en ai fini pour ma part. Et peut-être que Caroline, je ne sais pas si elle est connectée. Alors, elle a un petit souci, elle nous rejoindra après, elle fera le témoignage d'ici quelques minutes. Euh, du coup, on va vous laisser la parole, enfin, sur le chat, comme on est nombreux, et puis c'est Elise qui va animer ce petit temps de questions-réponses. Donc, vous pouvez poser vos questions, ou si vous voulez faire une intervention, notamment, je vois qu'il y a des personnes qui ont été auditionnées ou d'autres qui ont auditionné. Si vous voulez intervenir, mettez juste dans le chat que vous souhaitez le faire, et puis on va distribuer. On va distribuer la parole. À toi, Élise. Oui, donc je reprends le micro. Donc, vous pouvez effectivement être à l'initiative de questions, proposer des contributions. Alors, je vais prendre la première qui nous est arrivée. Donc, c'est une question de François qui nous demande si nous avons cherché à imaginer des liens avec les scénarios prospectifs de l'ADEME ou d'autres partenaires. L'autre exemple qui est cité, c'est celui du Shift Project. Alors, je ne sais pas qui peut répondre à cette question. Est-ce que c'est toi, Violaine, Bastien, Marie? Oui, merci. Évidemment, c'est des scénarios qu'on connaît et qui, oui, ont des liens avec ce qui est développé dans le récit. Je pense notamment pour ce qui concerne l'ADEME. Dans les 4 scénarios imaginés par l'ADEME, il y en a un qui est tout à fait technosolutionniste et on s'est appuyé là-dessus, évidemment, pour décrire ce qui nous semblait pas pertinent, en fait, dans ce type de scénario. Mais c'est vrai qu'on ne l'a pas explicité, c'est pas forcément explicité dans le récit. En revanche, effectivement, ça a inspiré ce qu'on a pu produire. Je le disais au démarrage, c'est pas un récit prospectif et donc on n'a pas été amené à définir par exemple un cœur de sujet avec des variables qui l'impactent et des scénarios qui en ressortiraient. Voilà, c'est pas la forme qu'on a choisie, mais évidemment on connaît ces formes-là et ces apports-là et on en a tenu compte dans le contexte. Je ne sais pas si Gabriel, tu veux compléter. Donc, Gabriel Malek, qui, on disait, est l'un des co-auteurs du récit. Oui, bonjour. Désolé, je suis dans un bar, donc il y a une musique un peu derrière, je suis un peu gêné. Est-ce que tu peux apporter des compléments ou tu n'es pas en situation d'apporter des compléments? Non, je vous laisse continuer. Ok, d'accord, merci. Alors, Oriane nous demande, voilà, si dans ce travail de rédaction du récit, nous avons pris en compte, regardé les travaux de l'Institut Négawatt. Donc, première question, et je en profite pour poser une deuxième question, qui est une question de Serge, qui nous demande si nous nous positionnons explicitement par rapport à la décroissance. Ça, du coup, je veux bien répondre sur celle-là, si vous voulez. Du coup, on ne parle pas explicitement de décroissance dans le texte, parce que le terme a été préféré de transition ou de transformation. Mais par contre, on parle un peu des essentiels, donc l'idée de la démarchandisation, elle est quand même très présente dans le récit. Et ça, du coup, de facto, ça mène quand même au fait qu'on va moins viser, vous voyez, le produit financier, etc. Donc, on parle de ça, on parle de la question du technosolutionnisme, on parle de la... Vous m'entendez? Oui, il y a trop de musique. Non? On t'entend, peut-être parle un peu moins vite pour puisque comme il y a un fond, si tu parles un peu moins vite, ce sera peut-être plus clair. Ok. Alors, je disais qu'il y a eu des discussions dessus, hein, en vérité, mais on a choisi de ne pas garder le terme de décroissance parce que, bon, il y a des gens qui ont du mal à le comprendre parfois dans le débat public. Mais par contre, on s'est positionné sur pas mal de, si vous voulez, de ce qui fait pour moi un peu les piliers de la décroissance. Donc, il y a la question de la démarchandisation. Donc, il dit qu'il y a une partie des relations humaines, par exemple dans le domaine du care, dans le domaine du soin, etc., qui n'a pas à faire partie de quelque chose de marchandisé, de quelque chose qui serait relié au marché. Donc, on parle de démarchandisation. On parle de lutte contre le technosolutionnisme en disant qu'il faut mettre en avant l'innovation sociale plutôt que l'innovation technologique. Donc, je dirais qu'on voilà, on revoit pas mal d'éléments du concept de décroissance qui est, je dirais, un peu en sous-texte, plutôt qu'explicité. Voilà. Je ne sais pas si ça répond un peu mais c'est un peu l'idée, quoi. J'ai l'impression que ça répond bien. Merci beaucoup, Gabriel. Alors, on a une question d'ouverture de littérature. Est-ce que on serait en mesure
de conseiller des œuvres de social fiction inspirantes. J'ai l'impression que Gabriel pourrait nous conseiller un certain nombre de choses peut-être dont il est l'auteur. Et puis il y a sans doute d'autres enfin, voilà, d'autres œuvres. Alors je pense que c'est une question quelque part, enfin, Gabriel et Marie, bien sûr, vous pouvez répondre, mais les uns et les autres dans le chat, n'hésitez pas aussi à faire vos propositions. Marie-Gabrielle, est-ce que vous voulez reprendre le micro? Bah, moi, je conseille toute la lecture des ouvrages de Gabriel Malek. Non, mais on a cité, enfin, Gabriel, tu sauras mieux que moi, c'est toi qui es spécialiste de ces sujets. On en a cité quelques-uns au démarrage. Moi, j'aime bien les travaux prospectifs et notamment Daniel Kaplan en a mené un qui est super intéressant et que je vais essayer de vous retrouver le lien pour vous le mettre dans le chat. Et lui, pour le coup, c'est vraiment, voilà, effectivement, des scénarios avec de nouveaux types d'entreprises. Et ce qui est intéressant dans ces scénarios, c'est que tout n'est pas à prendre, mais tout n'est pas à jeter. Et donc, ça exprime quand même une forme de subtilité dans le scénario qui est plus forte, je trouve, entre nous. Je ne répéterai jamais ça, mais que ce qu'on trouve dans d'autres exercices prospectifs. Voilà. Gabriel. Gabriel, est-ce que Euh, tu veux... oui, je pense que. Alors, moi, j'ai rien écrit de. Mais c'est simplement, oui, j'ai écrit un bouquin qui fait un peu le lien entre les mangas, donc les films de Miyazaki qui sont assez, je veux dire, fléchés, écologiques, mais aussi les œuvres, en fait, genre One Piece, Full Metal, qui sont un peu moins connues comme étant écolo ou anticapitalistes de base, et essayer de voir quels sont les liens. Et je pense qu'en effet, ces œuvres donnent vraiment une sorte d'imaginaire assez incroyable pour dépasser ça. Et là, je peux donner deux films. Alors, il y a Fight Club qui est assez connu, mais que j'ai revu il n'y a pas longtemps, et qui est quand même une critique du consumérisme, mais très, très violente quand le. Je crois que ça date de 2000 en plus, donc c'est assez vieux, mais je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment fort de ce point de vue-là, en termes de critique, donc c'est pas un film très joyeux, et en termes plus d'horizon un peu euh, sympa, il y a un film qui s'appelle, alors là j'ai un trou, c'est Planète Verte, je crois. Non, pardon, La Belle Verte, voilà, La Belle Verte, qui est un film de la fin du siècle dernier et qui est une sorte de civilisation humaine qui habite sur une autre planète, qui s'est sortie de la monnaie du capitalisme, etc. Et ils font un voyage sur Terre, en fait, où ils se rendent compte que nous, on est encore à la monnaie, etc. Et donc, ça donne de l'espoir et c'est intéressant, je trouve. Voilà, voilà, c'est ça, de Colin Serrault. C'est vraiment super comme film. Super, ben ça nous fait un beau programme pour le week-end. Ce que je vous propose c'est de faire une petite pause pour donner, si mes informations sont bonnes, Caroline Morin est revenue et donc pourrait être en mesure de nous apporter son témoignage. Tu confirmes, Caroline, et ensuite on reprend le fil des questions puisqu'il y en a plusieurs qui sont arrivés dans le chat. Est-ce que Caroline, tu Oui, es bien là? bonjour. Ouais, je suis là. Bienvenue. Ouais, je m'excuse pour le retard est énorme. Et je vais avoir un peu de mal à recoller parce que du coup, je n'ai pas assisté au début. Mais du coup, alors, je lis en L'idée, même c'est que temps. Oui, tu puisses nous présenter en quelques minutes voilà, ce qui t'a marqué. Tu as eu une audition avec Catherine oui, Larouillet, donc nous dire vraiment en quelques mots les idées marquantes voilà, de ton ouais. échange. Alors, en fait, c'est vrai que à la fois j'ai fait beaucoup d'auditions, enfin, j'ai fait un certain nombre d'auditions, mais j'ai aussi eu le plaisir de regarder beaucoup d'auditions puisque je faisais les verbatims. Et du coup, c'était vraiment incroyable. J'ai trouvé déjà, de manière générale, toutes ces personnes qui convergeaient un peu vers le même sujet. Mais quand on m'a demandé qu'est-ce qui m'a marqué, c'est tout de suite, c'est marrant, l'interview de Catherine Elarouni qui m'est revenue parce que elle avait, alors je ne saurais pas la reciter, mais elle avait des mots très justes et ça m'avait marqué en fait pour lier tout ce qu'on faisait là avec l'opération Milliard et tout ce qu'on fait de manière générale dans les organisations qui œuvrent là-dessus, c'était que tout ce qu'on faisait quand même quelque part, c'était enfin, un des objectifs principaux, c'est la lutte contre la pauvreté, la lutte contre les inégalités sociales et l'éradication de la faim, etc. Et en fait, dans tous les interviews que j'ai pu entendre, c'est vraiment, ça a été très fort parce que
ça m'a ramené complètement à ce qui m'animait en fait. Et donc, voilà, c'était vraiment le sujet qui m'a marqué. Est-ce que je dois développer un peu plus? Parce que je me souviens plus de ces mots exacts. Non, c'est Je bon, et pense puis que c'est ça bon. invite, ouais. On a compris voilà, l'idée principale. Merci beaucoup, Caroline. Alors, il y a une question sur la question des statuts. Ce qu'on peut faire là-dessus, c'est vous orienter. Il y a eu un travail formidable qui a été publié il y a quelques semaines qui s'appelle Le Grand Recueil, qui fait suite à l'analyse d'un questionnaire qui a été rempli par plusieurs centaines d'organisations de l'économie sociale et solidaire notamment, et qui ont voilà, partagé leurs besoins, à la fois leur situation de financement, leurs besoins. Donc ça, je vous renvoie là-dessus. Effectivement, à l'intérieur de ça, toute une série de statuts d'organisation ont été impliqués. Je vais vers une question concernant les récits de territoire. Alors, je vois qu'il y a un lien, je ne suis pas allée voir, mais je suppose que c'est un récit de territoire qui vient illustrer justement cette question de l'incarnation à l'échelle d'une localité. Donc, c'est celui de Bizy. Voilà, si enfin voilà, je lis bien les choses. Donc, qu'est-ce qu'on est allé est-ce qu'on, dans le cas de ce travail sur le récit, Marie, est-ce que tu peux nous dire si voilà, cette question des territoires a été regardée? Tu insistais pas mal tout à l'heure sur la question des coopérations territoriales. Ouais, bien sûr, à plusieurs échelles, en fait, déjà dans le choix des personnes auditionnées, on a eu une attention particulière à essayer de s'équilibrer entre parisiens et non parisiens et entre entrepreneurs, en fait, de territoire surtout et autres qualités. Et puis, l'opération Milliard, au-delà du récit, est quand même en prise avec pas mal de récits d'entrepreneuriat de territoire. Je pense notamment à l'opération Terra, mais aussi à d'autres initiatives comme les pôles territoriaux de coopération économique qui ont souvent mis en récit leurs initiatives de transition juste. La SIG Tetris, par exemple, la Grâce a carrément fait venir des chercheurs et des sociologues et des écrivains pour rédiger ça. Et puis, bah, il y a d'autres acteurs qui produisent des formes de récits. Bon, évidemment, celui qui me vient, c'est le Labo de l'ESS qui produit des monographies sur des récits de territoire. Il y en a d'autres, hein, le CEREMA aussi, par exemple, est assez impliqué et a même formé les structures à mettre en récit leur propre initiative. Donc voilà, c'est pas directement ce qui est restitué là, mais évidemment, on s'appuie sur ces récits-là. Merci beaucoup. Alors, je vous propose, parce que je crois qu'on arrive à la fin de notre échange et qu'il y a quelques informations à donner en fin de ce temps, de prendre une question d'ouverture, c'est-à-dire comment va être utilisé le récit à l'avenir, qu'est-ce qu'on va en faire, est-ce qu'il va évoluer dans le temps au fur et à mesure de l'implication des territoires et des organisations justes sur ces territoires. Question de Nathalie. Je peux la prendre si vous voulez, parce que ça fait le lien avec ce qu'on allait se dire sur la suite. Donc, ce récit, il est là pour nous servir de socle, de boussole. Vous allez, Marie va partager. Voilà, vous pouvez trouver le lien dès maintenant. Si Marie, tu mets juste la slide d'avant, vous pouvez regarder le lien sur notre site, dans la page Nos études, où vous retrouverez le grand recueil, les épargnants et le récit. Donc, ce récit va nous servir de socle. Je pense qu'on pourra à l'avenir en faire. En fait, c'est une version très, très condensée, c'est-à-dire que chaque entretien, on a au mieux une petite citation ou deux, et puis c'est très... Donc je pense qu'à l'avenir, on va avoir beaucoup de matière pour aller creuser. C'est un peu similaire au grand recueil, dans le sens où on avait énormément de données et que le grand recueil est vraiment une agrégation, et qu'en fonction des sujets qu'on va traiter, on va pouvoir aller creuser dans certaines auditions. Donc pour chaque audition, on a l'enregistrement audio et la transcription entière. Donc c'est vraiment précieux pour nous. Et de manière concrète, là... en mai, Bastien pourra en redire un mot si vous le souhaitez, on va avoir un livre qui va sortir aux éditions Petit Matin qui va reprendre l'ensemble des travaux de l'opération Milliard, dont ce récit fera partie. Donc, vous pourrez le trouver en librairie et vous le procurez. Alors, ce ne sera pas la version entière telle qu'elle a été mise sur le site aujourd'hui, mais ce sera dans certaines composantes.
Et charge à nous, là, vous pouvez voir qu'on a commencé à faire des dessins, de voir comment on décline ce récit. Et ça, c'est plus pour des personnes à la communication comme Charles, etc., dans la vie de notre histoire, comment on décline ce récit pour qu'il soit accessible au plus grand nombre. Et enfin, j'aimais beaucoup l'introduction qu'a faite Clotilde sur l'interview de Daniel Kaplan sur l'idée que faut pas, c'est pas forcément un récit, une manière de penser, c'est des récits qui s'entremêlent vers une vision partagée. Et donc, effectivement, comment on les fait évoluer, comment on les enrichit. Donc, voilà, c'est le début du travail sur ce sujet, un peu similaire de la même façon que le Grand Recueil a été une première pierre à l'édifice. Alors, je vous parle juste de quelques, comme il nous reste 4 minutes et qu'on termine toujours à l'heure, je vous parle juste de quelques petites étapes à venir. Donc, on a un mois de mars extrêmement chargé à l'opération Milliard et c'est une bonne nouvelle. Pour celles et ceux dans cet appel qui seraient intéressés pour nous rejoindre en tant que bénévoles, vous pouvez encore vous inscrire sur la page des événements pour une visio demain à midi parce qu'on lance de nouveaux travaux, parce qu'on est à la fin d'un cycle. Par exemple, le groupe Récit a terminé ses travaux. Donc, il y a des groupes de travail qui se ferment, on en ouvre de nouveaux, donc on vous les présente demain. On a l'opération Milliard, c'est un gros travail d'éducation financière, c'est fait partie de nos missions parce qu'on veut que les acteurs, les organisations de la transition juste puissent se réapproprier leur financement et pour le faire, il faut comprendre le monde de la finance, sinon c'est difficile d'entrer en dialogue et en négociation. Et donc cette masterclass qu'on a le 12 mars, extrêmement importante en ce sens. Alors j'ai mis la finance pour les nuls, mais on lui a donné un nom plus sérieux, mais vraiment le contenu, c'est la finance pour les nuls où on reprend les bases, où tout le monde pourra poser les questions qui vous viennent à l'esprit. Il n'y aura pas de questions bêtes. Donc, si vous ne vous sentez pas à l'aise dans des discussions ou du vocabulaire de financeurs, n'hésitez pas à venir. Et ensuite, on a rendez-vous en personne si vous voulez revenir sur les résultats du Grand Recueil pour ceux qui sont à Paris. Et le 27 mars, on aura la restitution des lieux. Donc, Bastien l'a mentionné en introduction. On est sur un cycle de 5 restitutions de groupes de travail. Donc, on a fait le Grand Recueil, les épargnants, ce soir le récit. Et il nous reste la restitution sur le travail d'organisation territoriale et du rôle des lieux de l'opération Milliard. Donc, on vous restituera le 27 mars en visio. J'ai vu qu'il y avait des questions dans ce chat qui touchent au lieu, donc on pourra aussi y répondre dans cette visio. Et enfin, une restitution en personne et on va trouver une solution pour la filmer pour ceux qui ne seraient pas à Paris. Mais on se retrouve en personne à la Climate House le 1er avril. N'oubliez pas de vous inscrire à tous ces événements si vous souhaitez venir. Et on se met donc tous ces travaux aboutissent et annoncent un peu la fin de cette partie de la co-construction pour l'ouverture de ce qui va être les levées de fonds. Et on se retrouve début juin pour un événement sur le dénouement du financement de la transition juste où on va confier les financeurs. Donc là, on est en train de faire une série d'entretiens avec des financeurs pour présenter nos travaux et voir comment ils peuvent s'inscrire dans cette démarche et contribuer. Et on veut faire de cet événement un événement pour faire prendre la mayonnaise avec les financeurs et qui puisse être suivi d'annonces. Donc voilà, c'est la date à retenir. C'est le mois à retenir. La date sera partagée très prochainement. Et si vous avez juste des questions une dernière question, on a 2 minutes pour la prendre, 1 minute. Et Je crois sinon, qu'il y a Bastien qui voulait, Ouais. je me permets. vas-y, Bastien. Merci, merci. Merci Violaine d'avoir redit tout ça, c'est important. Moi, je voudrais vous laisser sur une question qui me semble vraiment très cruciale et qui est en rebond avec la question qu'a apportée Pierre Meunier, qui est la question de notre rapport au temps, à la fois dans les prochains mois et dans les prochaines années, parce que cette question est à la fois extrêmement difficile et extrêmement cruciale. On est face à un récit qu'on sent assez partagé d'une vision de la transition juste, et ce récit est confronté de façon directe à un contre-récit extrêmement puissant et extrêmement délétère, dont je serais trop approximatif si je disais qu'il nous venait d'outre-Atlantique, mais vous voyez bien ce à quoi je fais référence. En termes de discours antidémocratiques, autoritaristes, faisant la promotion des inégalités les plus radicales, cherchant à nous faire renoncer à ce que nous avons construit en termes d'égalité entre les hommes et les femmes, d'égalité territoriale, etc., etc. Ces positions, qui sont des positions gravissimes, nous posent la question de comment est-ce qu'on articule
une densité d'action dès aujourd'hui, alors que nous savons que notre capacité à mettre en place le récit va nous prendre de longues années. Donc comment est-ce que d'un côté, on sort d'un discours urgentiste sur faire la transition de toute urgence, qui est aussi un discours qui nous impuissante, parce que ce n'est pas possible de faire la transition de toute urgence. Les forces contraires sont extrêmement puissantes et par ailleurs, ces mécanismes de transition sont longs à implémenter. Donc, comment est-ce que tout à la fois on sort de ce discours d'urgence sans perdre dans la qualité de notre engagement au quotidien? Et donc, si je devais vous laisser une question sur cette fin de journée, c'est celle-ci pour nous qui croyons qu'une autre façon de vivre ensemble, une façon de vivre ensemble en paix est possible. Comment est-ce qu'on va inscrire cette volonté dans une temporalité qui est très compliquée dans les prochaines années? Et ça nous pose des enjeux de gouvernance et de décision à l'opération milliard dans les tout prochains mois, puisqu'on doit faire aboutir à la fois nos travaux et les véhicules et les organisations qui permettront de les porter sur le plan financier. Voilà, pardon, je suis désolé, Violaine, j'ai l'impression Non, d'avoir fait très un bien. maillot. Ça a clôturé sur un point moins opérationnel que le mien, ce qui est parfait, puisque c'était un moment avant tout de réflexion sur notre rapport au monde. Merci à tous et bonne soirée.